Bien, écoutez, mes chers collègues, bonjour à tous. Après la journée très riche qu'on a eue hier mercredi, suite à la présentation de la loi de programmation militaire mardi, journée riche hier, puisqu'on a eu l'occasion d'auditionner en début de matinée le nouveau chef d'état-major des armées allemandes, le Generalinspektor, qui venait d'ailleurs pour son premier déplacement en France. Voilà. Et je pense que chacun ici a apprécié cet échange. Et merci, mon général, pour votre présence également. Une deuxième partie à 11h avec le ministre qui nous a présenté les grands aspects de la loi de programmation militaire avec une audition très riche. Et puis également une audition commune avec la commission des finances du premier président de la Cour des comptes. Mon général, donc nous continuons ce cycle d'audition. Et comme il se doit, vous êtes le premier militaire que nous auditionnons dans ce cadre de ce cycle de préparation de l'examen de la loi de programmation militaire pour les années 2024-2030. Cette audition inaugure un nouveau format puisqu'elle sera mixte entre une partie publique et une partie à huis clos. Donc nous commencerons par une partie publique et nous aurons une deuxième partie à huis clos. Donc en tant que député, vous pourrez poser la question aussi bien d'un côté comme de l'autre et également le général pourra aussi bien répondre de manière publique et également aura un temps complémentaire pour aborder des questions qui n'auraient potentiellement pas pu être abordées du fait du caractère public de la décision. Je rappelle également les principes, on va dire, adoptés en bureau qu'on a appliqués hier pour l'audition du ministre, avec donc des orateurs de groupe qui ont 2 minutes, avec la possibilité d'une réponse immédiate de la part de la personne auditionnée, et des orateurs qui ont 1 minute, mais la possibilité de poser une deuxième question si le temps le permet. Donc voilà, je ne serai pas plus long pour l'introduction, pour vous céder directement la parole, mon général. Bonjour. C'est déjà en fait la 4e fois que nous nous retrouvons depuis le début de cette 16e législature. Pour les 3 dernières auditions en juillet, en octobre et en janvier, où il y avait une séance spécifique sur la dissuasion, j'avais évoqué les évolutions de l'environnement stratégique et la nécessité d'anticiper pour ne pas être dépassé. Tout cela est présenté dans la revue nationale stratégique, à la fois les nouvelles menaces, mais également les nouveaux enjeux. Donc je ne reviendrai pas dans le détail sur ces éléments-là. Ce que je voudrais juste dire, c'est qu'avec la loi de programmation militaire, il s'agit bien évidemment de donner les moyens pour répondre à l'ambition de puissance d'équilibre dans notre pays. Sous la conduite du ministre des Armées, les armées ont mené un travail d'introspection très dense, avec volonté de nous mettre à la hauteur des transformations de notre monde. La guerre en Ukraine a bien évidemment influencé nos réflexions, dans le sens où elle a permis de valider un certain nombre de choix qui avaient d'ores et déjà été faits, des orientations, mais aussi de dévoiler des domaines où il fallait faire un effort encore plus nettement. Tout cela doit se faire, bien évidemment, en étant connecté au réel, notamment en prenant en compte les difficultés socio-économiques de notre pays et plus largement le monde. Nous subissons, vous l'avez bien compris, une transformation profonde depuis le début de la guerre en Ukraine. À ce titre, nous sommes bien conscients du niveau d'effort qui est demandé à la nation pour sa sécurité. Nous sommes engagés pour exploiter ce potentiel au maximum pour la sécurité des Français et de leurs intérêts. Avant de répondre à vos questions, je souhaiterais tout d'abord partager quelques éléments d'appréciation de situation stratégique très rapidement. Ensuite, expliquer la méthode que nous avons utilisée au sein de l'état-major des armées avec les armées pour bâtir cette LPM, ou en tout cas apporter notre contribution dans cette construction. Et enfin, aborder les grandes orientations sur la manière dont nous allons nous transformer. Alors, en ce qui concerne très rapidement la situation stratégique telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire les défis auxquels on est confronté, comment le monde doit être perçu après l'attaque de l'Ukraine et 6 mois après le retrait du Mali. Tout d'abord, en ce qui concerne l'Ukraine, vous le constatez, aujourd'hui, on a plutôt quelque chose qui ressemble à une guerre de position, avec une volonté de part et d'autre d'épuiser l'adversaire dans des batailles d'attrition massive. C'est la mise en œuvre aussi et la mise à profit des profondeurs stratégiques, avec des caractéristiques assez différentes de la part des 2 belligérants. La Russie, bien évidemment, joue sa stratégie de long terme et encaisse les coups en renouvelant son potentiel. La profondeur stratégique est probablement la caractéristique et l'atout majeur de la Russie depuis déjà longtemps. En ce qui concerne l'Ukraine, elle a bien évidemment une profondeur stratégique qui est moindre et qui est plus soumise au coup de son adversaire. Bien évidemment, elle est aidée par un certain nombre de pays. Néanmoins, elle
n'a pas la main aussi totale sur sa profondeur stratégique. Et bien évidemment, il y a pour l'Ukraine probablement la volonté d'essayer de jouer plus rapidement et d'éviter de finalement subir sur le long terme la profondeur stratégique russe. Les armées françaises sont en appui, conformément à ce qu'a résumé le président de la République. L'Ukraine ne peut pas perdre, ne doit pas perdre. Il y a deux axes sur lesquels l'armée française appuie la France, l'action de la France en Ukraine. C'est tout d'abord par des cessions, avec un effort qui est fait pour céder des matériels, c'est-à-dire ce qu'on appelle des cessions complètes, c'est-à-dire sur lesquels on a formé les soldats ukrainiens et qui soient immédiatement employables, c'est-à-dire avec des armes et des munitions permettant de s'engager immédiatement. Le ministre l'a dit hier, on se prépare la cession d'un système solaire moyenne portée qui va être quelque chose qui produira des effets avec des capacités importantes. Ceci se fera dans les semaines qui viennent. En termes de formation aussi, sur l'actualité, cette semaine a commencé à débuter en Pologne la formation de l'équivalent d'un bataillon ukrainien, c'est-à-dire environ 600 militaires formés sur du matériel français. Donc ça, c'est dans le cadre de la mission européenne UMAM, qui permettra là aussi de délivrer à la fois un bataillon complet équipé de matériel français, avec des gens directement formés dessus. En ce qui concerne la situation en Afrique, vous constatez comme moi une menace terroriste qui est en expansion, en particulier en direction du golfe de Guinée, mais également la volonté pour la France de changer la forme de sa présence avec la construction de partenariats qui soient plus associatifs, plus d'égal à égal avec les pays africains. C'est bien évidemment l'appui à la montée en puissance de ces armées africaines, si nécessaire jusqu'à l'accompagnement, c'est ce que nous faisons actuellement au Niger, mais c'est également le deuxième volet, l'adaptation de nos dispositifs pour répondre du mieux possible aux besoins de formation et de la manière la plus adaptée aux besoins de formation de ces pays-là, avec par exemple de nouvelles capacités qui n'étaient pas jusqu'alors négligées, mais où le besoin était moins exprimé, par exemple dans le domaine de la troisième dimension, c'est-à-dire en fait finalement de faire en sorte que ces pays disposent de véritables moyens aériens adaptés à leurs besoins, adaptés à la manière dont ils vont les employer, mais des moyens troisième dimension. Et ensuite, il y a un effort de lutte dans le champ informationnel pour réussir à casser la guerre informationnelle que nous livrent un certain nombre de compétiteurs et réussir à donner une image plus vraie de la présence de la France et de ses intérêts. Ça nécessite néanmoins un effort collectif. Les armées ne sont pas le seul responsable de l'image qui est donnée par la France en Afrique. Dernier point, sur la zone Indo-Pacifique, qui bien évidemment, la zone Asie-Pacifique, est clairement en train de devenir, ou est déjà devenu le centre de gravité du monde. Mais néanmoins, il y a bien évidemment une approche française qui doit tenir compte de la tyrannie des distances. En fait, c'est quand même pas globalement notre environnement proche. Ça veut dire qu'il faut être capable de conduire des manœuvres de signalement stratégique pour assumer la compétition dans la zone Pacifique. Ceci grâce à la complémentarité des moyens. Il y a bien évidemment, on est un pays de la zone Indo-Pacifique, donc on a des moyens, des forces qui sont prépositionnées. C'est par exemple l'exercice Croix du Sud qui est organisé actuellement, mais on y adjoint des moyens supplémentaires et c'est la mission Jeanne d'Arc qui est en transit dans cette zone-là, qui a contribué, qui a apporté sa capacité à l'exercice. Donc c'est la complémentarité des moyens entre ce qui est déjà prépositionné sur zone et les renforcements qu'on peut envoyer. Croix du Sud étant un exercice conjoint, c'est-à-dire interallié avec un grand nombre de pays participants de la zone. Mais c'est également en maintenant ou en développant le lien avec nos différents partenaires dans cette zone-là. L'effort se produit en fait plutôt dans l'océan Indien, et ça c'est quelque chose qui est lié à la distance, car les menaces sont probablement plus prégnantes, avec pour objectif la protection de nos ressources en termes de ZEE, mais également la défense de nos approches et la préservation de la liberté de circulation en termes de flux d'approvisionnement, d'où des partenariats qui sont développés, j'y reviendrai, par exemple avec les EAU ou avec l'Inde. Sur la zone Pacifique, il s'agit bien évidemment d'être présent, mais c'est une présence qui est aujourd'hui vraiment ce qui se situe dans le type de compétition. Alors maintenant, j'aborde un point rapide sur la méthode de construction de la LPM, c'est-à-dire comment les armées sont organisées et quels sont les principes, les lignes directrices qui avaient été fixées pour apporter notre contribution. C'est important, à mon avis, parce qu'elle a conduit à une partie des propositions de la LPM telles qu'elles sont aujourd'hui. La première chose a été de bien identifier, en tout cas on a parfaitement identifié la nécessité de doter les fondamentaux de la défense française. C'est bien évidemment un socle qui est lié à la singularité de notre pays et à son positionnement stratégique, j'aurais tendance à dire également géographique, mais ça c'est la singularité de notre pays,
avec en particulier une vraie volonté, une vraie priorité donnée à l'autonomie, de non-alignement, mais d'alliés otaniens et partenaires fiables stratégiques, avec des accords de défense qu'il s'agit d'être capable de tenir. C'est également la bonne prise en compte de l'outre-mer, comme je viens de vous l'expliquer, à partir de la zone Indo-Pacifique. C'est aussi la singularité de la nature de nos armées, avec la capacité de fournir à nos décideurs politiques une autonomie de compréhension et d'appréciation, en particulier dans le domaine du renseignement, avec tout ce qui va autour, c'est-à-dire le recueil du renseignement, mais également l'exploitation du renseignement. C'est la mise en œuvre de la dissuasion avec des forces nucléaires qui soient adaptées aux évolutions de la menace, et c'est ensuite des forces conventionnelles qui soient crédibles, à la fois pour l'épaulement avec la dissuasion nucléaire, mais également en termes de réassurance au profit de nos alliés. Alors, pourquoi faire ? Le but est bien évidemment d'assurer une protection de tous les Français, aussi bien en métropole qu'outre-mer. Ceci face sur les deux volets de la mission des armées, la dangerosité du monde, mais également la dangerosité du quotidien au profit des hommes et au profit des Français. Ce qui ne change pas, c'est que tout tient sur les hommes et les femmes qui constituent les armées, qui est la partie la plus importante, qui sont engagés au service de la France, qui n'ont pas choisi la voie de la facilité, mais qui le font avec détermination. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de maintenir le niveau de leur force morale ainsi que leurs compétences. Et cette communauté humaine, aujourd'hui, doit être élargie aux familles et doit pouvoir pleinement assumer les exigences de la militarité. Il y a également, dans ce domaine-là, un vrai sujet de fonctionnement courant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas uniquement voir nos militaires comme des gens qui sont engagés en opération. Oui, bien évidemment, c'est ça et c'est la finalité. Néanmoins, pour envoyer un militaire en opération et qu'il soit capable de remplir sa mission, ça veut dire qu'il a d'abord vécu ici en métropole, où il s'est entraîné, il a vécu au quotidien. Et ce fonctionnement courant, cette capacité à vivre correctement et avec les moyens suffisants pour le faire, est quelque chose qui est essentiel. Pour moi, ça veut dire qu'il y avait 2 points de vigilance dans ce domaine-là. C'est tout d'abord quelque chose qui concerne le soutien. Le soutien n'est pas quelque chose d'annexe qui vient à terre, c'est vraiment à part, c'est vraiment ou après, c'est une mission à part entière. Et qu'on avait probablement, par effet historique, ou en tout cas dans les transformations qui avaient eu lieu, un soutien qui me semble actuellement, non pas dégradé, mais en tout cas pas toujours à la hauteur, et probablement qui avait un peu subi par un effet de balancier, une optimisation à outrance et des flux tendus. C'est quelque chose qui n'est pas compatible pour moi avec les exigences de la haute intensité, la fidélisation, mais également la singularité militaire. Donc le but est bien de changer de logique, de dimensionner des moyens pour que les soutiens puissent remplir une mission et non pas des contrats de service. Et c'est quelque chose qui, intellectuellement, est complètement différent. J'ai bien évidemment aussi mis en garde les soutiens où il y aura une vraie exigence dans les effets à obtenir une fois que les moyens qui leur seront alloués, j'estime, seront revenus à un meilleur niveau. Ensuite, il y a un deuxième point de vigilance, c'est un sujet de cohérence. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a extrêmement importance. Et j'estime qu'il faut privilégier la cohérence dans les actions du renouvellement capacitaire, ce qui est un peu différent d'une logique de parc. C'est-à-dire, probablement, le plus important n'est pas de voir ce que l'on possède et ce qu'on a aligné sur la table, mais voir ce qu'on est capable de faire fonctionner. Et qu'on doit être capable de disposer non seulement des matériels, mais également des potentiels d'utilisation, des munitions pour la préparation opérationnelle et pour l'engagement. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Et ça veut bien dire que l'autonomie logistique est quelque chose qui est essentiel. Là aussi, ce n'est pas quelque chose qui est annexe du matériel si on n'a pas la capacité à le déployer, si on a des personnels qui ne sont pas entraînés, si on n'a pas les munitions pour l'utiliser. Bien évidemment, c'est quelque chose qui est satisfaisant, mais qui ne nous permet pas de remplir notre mission. Donc, ça doit permettre d'ajuster l'ambition en réalité sans la dénaturer, mais également sincériser nos capacités opérationnelles. J'avais défini 3 axes d'effort pour être à la hauteur des enjeux. Tout d'abord, c'est-à-dire les points sur lesquels les armées devaient être capables de peser. Tout d'abord, il y a le sujet de la cohésion nationale. La cohésion nationale, c'est le fondement de la résilience et le centre de gravité de notre pays. Et on voit bien que c'est quelque chose que nos adversaires, ou sur différents tas d'opérations, c'est quelque chose qui est tout de suite testé entre les différents belligérants. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir renforcé, avoir prévu. Et c'est bien évidemment quelque chose qui m'intéresse en premier lieu, qui agit directement sur les forces morales des armées. Nous ne sommes pas les armées seules responsables, mais on a un vrai devoir de contribution à la diffusion de l'esprit de défense qui contribue à la cohésion nationale. Notre action prioritaire, elle se situe sur la jeunesse, car bien évidemment, ça représente non seulement l'avenir de notre pays, et il est toujours finalement peut-être plus facile d'être capable d'agir sur une classe d'âge au départ,
qui ensuite permet de continuer à structurer la cohésion nationale par la suite. Mais c'est aussi, pour les armées, de manière un peu plus intéressée, une manière de répondre aux enjeux de résilience et de masse, avec un effort sur la réserve, qui est un moyen puissant, là aussi, et assez direct de contribuer à la cohésion nationale. Le deuxième axe d'effort est constitué par la solidarité stratégique. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. En fait, dans notre monde, je pense qu'il est difficile d'imaginer aujourd'hui d'être efficace, performant dans la durée si on agit seul. Donc il faut être capable de rassembler et, si nécessaire, d'assumer le rôle de nation cadre dans une coalition en particulier. Ça implique de mieux assumer nos responsabilités de l'OTAN, qui est pour moi le levier principal pour œuvrer au développement et à la consolidation d'un esprit de défense européen. Il faut aussi tirer un meilleur parti de nos partenaires stratégiques. Je vois par exemple 3 opportunités. Tout d'abord, monter des opérations dans un contexte de compétition, là où les organisations internationales sont probablement aujourd'hui un peu moins efficaces. Ensuite, c'est mieux et accepter de profiter des stratégies régionales de certains de nos partenaires qui font ça très très bien, et être capable de finalement concentrer nos efforts plutôt sur une stratégie un peu plus globale. Mais je pense qu'il est illusoire de vouloir faire tout seul partout. Ensuite, c'est quelque chose qui est également important sur le levier de la préparation opérationnelle. Les exercices en multinational, c'est des exercices qui sont plus exigeants. Alors bien évidemment, c'est aussi des exercices qui sont plus exigeants dans les deux sens, c'est-à-dire sur le niveau d'entraînement auquel on va être confronté, l'intérêt de l'exercice, mais c'est aussi plus exigeant parce que si on n'est pas tout seul, il faut un peu se coordonner avec les autres. Donc on va peut-être là aussi pas faire l'exercice au moment où on le voulait, mais au moment où l'exercice a lieu. Je pense que c'est néanmoins quelque chose sur lequel il faut être capable de s'astreindre et que c'est un vrai levier de préparation opérationnelle. Et vous le savez, c'est quelque chose qui est très, très intéressant, très, très important. Ensuite, en termes de troisième axe d'effort, c'est bien évidemment la puissance et l'efficacité de notre système de combat. La finalité, avec 3 adaptations pour que notre système soit performant en multimilieu, multichamp. Vous avez déjà entendu cette expression qu'on résume sur l'acronyme M2MC. Ça veut dire qu'il y a bien évidemment les 3 milieux terre-mer, mais aussi on a l'espace, on a le cyber, on a la guerre informationnelle, on a les grands fonds marins. Et en fait, tous ces nouveaux champs, ces nouveaux milieux sont aujourd'hui touchés ou susceptibles d'être touchés par la conflictualité. Ça veut dire qu'il faut qu'on adapte notre notre organisation du commandement avec un système de commandement qui soit beaucoup plus plastique, beaucoup plus capable de s'adapter à la diversité des opérations dans lesquelles on est engagé, depuis des situations dites de gestion de crise ou des guerres contre le terrorisme militarisé, mais aussi des opérations de haute intensité. Donc ça, c'est un peu le champ global. Mais au cœur même d'une opération, on doit avoir un système de commandement qui est beaucoup plus capable finalement de fixer, de donner le bon niveau de subsidiarité en fonction des différentes phases de l'opération, en fonction des différents secteurs de l'opération. Donc ça, c'est un vrai défi, et je pense que c'est vraiment la clé de notre efficacité opérationnelle et sur quoi on doit concentrer une bonne partie de nos efforts. De manière générale, l'organisation du commandement est quelque chose qui est essentiel. Ensuite, il faut qu'on adapte et qu'on développe l'organisation de nos capacités, c'est-à-dire la manière dont on doit être capable de conduire les opérations de manière la plus efficace possible, c'est-à-dire à la fois produire des effets importants sur nos adversaires, mais également avoir cette doctrine devant nous permettre également de nous protéger contre nos adversaires. On le voit bien, en fait, aujourd'hui, il y a une dissémination assez large et que la supériorité technologique n'est plus quelque chose qui est garanti. Donc ça veut dire être capable de mettre en réseau tous nos senseurs et tous nos effecteurs, qu'ils soient cinétiques ou dans les champs immatériels, qui est sous l'acronyme RM2SE, c'est-à-dire réseau multisenseur, multi-effecteur. Alors on aime bien les acronymes, mais je pense que c'est quelque chose qui structure la pensée et qui doit aider à la fois la manière dont on doit conduire nos opérations, influer sur le développement capacitaire et, in fine, influencer sur notre entraînement. Ensuite, il faut qu'on adapte notre style de l'action. Là aussi, c'est les adversaires et finalement les capacités détenues par nos adversaires qui doivent nous guider dans ce domaine-là. Aujourd'hui, je pense que autant on peut avoir conduit sur ces 20 dernières années où l'objectif était finalement, avec une finalité et la capacité de le faire, de conquérir une supériorité aérienne, par exemple dans le domaine aérien, par exemple dans le domaine maritime, plus difficilement dans le domaine terrestre, et finalement d'agir à partir de là. Je pense que face aux adversaires auxquels on peut être confronté aujourd'hui, il me semble illusoire de vouloir
tenir cette affaire-là et même de vouloir finalement développer une stratégie pour le faire. Il faut qu'on ait quelque chose qui soit plus conforme au principe de la guerre de Foch, un des 3 principes étant l'économie des forces, l'économie des moyens, et qu'on doit plutôt être capable de conduire une manœuvre justement avec un système de commandement qui soit plus plastique et qui permette à un moment donné, dans une zone donnée, effectivement d'établir probablement une supériorité, mais une bulle d'hyper-supériorité qui permettra là véritablement de produire des effets contre cet adversaire-là et plutôt en temps normal de bénéficier d'un espèce de socle de résilience qui nous permette de contrer l'adversaire en vue de reprendre l'initiative à un moment donné. Donc c'est quelque chose qui peut paraître moins ambitieux, mais à mon avis probablement plus réaliste et qui évite de développer des moyens où on pense vouloir détenir un système qui nous permettra de conquérir la supériorité, qui à mon avis est quelque chose qui sera très très difficile dans les années qui viennent. Pour la mise en œuvre de cette loi de programmation militaire, si elle était adoptée, j'ai fixé 4 impératifs aux armées, qui est bien évidemment lié au travail de cohérence qui a été fait. Le premier impératif auquel on doit aboutir dans tout ce qu'on va mettre en place et ce qu'on va développer au fur et à mesure des années, c'est tout d'abord un impératif de sécurité, une sécurité à 360 degrés. C'est la défense du cœur de souveraineté et de l'indépendance de la France à 360 degrés. Ça veut dire, bien évidemment, sur le territoire métropolitain, mais également en outre-mer, mais également dans tous les milieux et dans tous les champs. Il n'y a pas seulement la défense physique, mais c'est aussi la défense dans l'espace cyber ou la défense dans le monde de l'influence et de la guerre informationnelle. Pour cela, il faut qu'on continue de disposer d'une dissuasion qui soit crédible, strictement suffisante, et en modernisant nos moyens. C'est bien évidemment quelque chose qui se fait en coordination étroite avec la DGA. Ensuite, il faut qu'on consolide notre autonomie stratégique dans la fonction renseignement. C'est aussi quelque chose qui est essentiel. Et enfin, il faut contribuer activement à la résilience de la nation par l'affermissement de nos postures de protection, en particulier dans les nouveaux domaines cyber et espace. Ensuite, une réactivité renforcée, en particulier pendant les phases de contestation. Il faut être capable de réagir extrêmement vite. Et ça se traduit par un renforcement de ce qu'on appelle l'ENU, l'échelon national d'urgence. Enfin, une consolidation de nos capacités outre-mer, car la tyrannie de la distance ne doit pas être seulement un mot, mais bien comprendre que finalement, renforcer nos moyens outre-mer est quelque chose qui nous prendra du temps. Donc il y a des choses qu'on doit être capable de faire tout de suite, plus vite. Pas croire qu'on fera tout sans renforcement, mais en tout cas une petite couche plus dure au début. Le deuxième impératif, c'est un impératif de crédibilité. Il s'agit de conforter notre crédibilité, de nous adapter aux évolutions de la conflictualité avec l'extension des domaines, multimilieux, multichamps, et une augmentation de l'intensité. Au niveau opératif, ça veut dire qu'il faut qu'on dispose d'un vaste panel de moyens, avec en particulier être capable d'agir sur les perceptions, combinés à des effets cinétiques destructeurs de nouvelles munitions plus précises, en incluant pleinement toute la nouvelle technologie, en particulier drones. Au niveau stratégique, il est indispensable de pouvoir assurer un meilleur entraînement pour notre capacité à commander une coalition en étant nation cadre. Ça, c'est un vrai sujet de crédibilité et d'entraînement pour notre pays, et donc de disposer au sein des 3 armées d'éléments qui soient structurants et qui permettent d'entraîner d'autres pays, en particulier en Europe, mais c'est vrai également en Afrique. Et il faut être capable de concevoir et de conduire des opérations en intégrant les effets multimilieux, multichamps, c'est M2MC et RM2SE. Le troisième impératif, c'est bien comprendre que l'adaptation permanente, en fait, aujourd'hui, est le mode de fonctionnement. Et ça, c'est quelque chose qui peut être un peu déstabilisant à tous les niveaux. Mais finalement, je m'aperçois avec un peu de recul qu'il y a rarement une adaptation qui se finalise et qui permet de se stabiliser et d'avoir atteint un espèce de plateau. En fait, l'évolution de la conflictualité, mais également la complexité du monde aujourd'hui et l'évolution technologique fait que l'adaptation est quelque chose qui doit être pris comme un mode de fonctionnement permanent, ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de défis en termes de justement développement capacitaire, c'est-à-dire finalement quels moyens pour quelle durée, pour faire quoi. Je pense que ça, c'est sur des petits matériels, c'est quelque chose qui s'adapte assez bien. Sur d'autres plus gros matériels, c'est un vrai défi. On doit avoir une vraie réflexion dans ce domaine-là. Donc il y a un certain nombre de chantiers d'adaptation qui ont été lancés. Il y a néanmoins, on peut regrouper en 2 grands volets. Poursuivre l'appropriation des nouvelles technologies, c'est l'intelligence artificielle, c'est le cloud, c'est les drones, c'est le cyber, c'est les munitions téléopérées. Là aussi, en imbrication étroite avec la DGA, sur lequel je pense la manière dont a été conduite la préparation de la LPM a permis de mieux raccorder un certain nombre de tuyaux pour être plus efficace dans ce domaine-là. Ça veut dire qu'il faut être capable de
de les intégrer dans les modes d'action qu'on a prévus pour prendre les espaces communs en compte, mais également développer de nouvelles capacités en tirant profit pleinement de ces nouvelles opportunités. Ensuite, il faut investir le champ de l'influence et la lutte informationnelle. C'est probablement le domaine dans lequel on a commencé avec un peu de retard, sur lequel on a déjà pris un certain nombre de décisions et de mesures, même en avance de phase par rapport à la LPM. C'est probablement d'une certaine manière un peu plus facile, parce que dans les champs immatériels, ça se concrétise d'abord par de l'organisation et des processus, mais néanmoins, il y a un certain nombre de moyens qu'il faut être capable de mettre derrière pour poursuivre. Or, j'estime que c'est essentiel. Les manœuvres hybrides ont toujours fait partie, mais aujourd'hui bénéficient d'un terrain extrêmement favorable du fait de l'organisation de nos sociétés, des réseaux sociaux, des technologies de communication, et c'est quelque chose sur lequel on doit impérativement être capable de se protéger, mais également d'agir. On ne peut pas abandonner ce champ de bataille, c'est un champ de bataille. Ensuite, l'ensemble de cette dynamique doit intégrer la question du changement climatique, bien évidemment, en tant que tel, mais également parce que porteur de crise dans de nombreuses régions du monde, y compris de manière très très proche pour nous, et plus largement des tensions énergétiques et environnementales, ceci très en amont. Enfin, l'adaptation aussi dans nos modes de gestion RH. Il faut être capable de se donner les moyens d'assumer et de prendre en compte un décalage que j'estime croissant entre les suggestions de l'État militaire, qui ne changeront pas, sous peine de ne plus avoir demain une armée qui soit capable de remplir les missions qu'on lui fixera, dans les conditions qui seront celles d'un engagement de haute intensité, mais également de gestion de crise. Décalage entre donc, les suggestions de l'État militaire et les modes de vie de la société civile, d'où un plan famille 3, un plan famille 2, qui doit être capable de mieux prendre ça en compte. Le dernier impératif, il s'agit d'être exigeant pour nous-mêmes vis-à-vis de la nation. Bien évidemment, on est pleinement conscient des forces contraintes économiques qui pèsent dans le monde aujourd'hui en France, et donc on a une véritable ou une pression encore plus forte pour que l'argent public qui nous est donné soit utilisé de manière la plus facile, même si je vous l'ai dit, il y a un certain nombre de défis qui sont face à nous, un peu mécaniquement, pour être le plus performant possible. Ça veut dire une recherche de l'efficience qui passe par des mesures de simplification, c'est essentiel, ajuster le normatif au caractère exceptionnel de la mission. Sur le plan capacitaire, avec la DGA, il faut réinterroger la soutenabilité dans la durée de nos programmes d'armement, au vu de l'évolution très rapide, mais également des besoins, enfin des effets à produire, et intégrer la juste proportion du haut niveau technologique avec une meilleure identification des chaînes de valeur. C'est quelque chose qui tient à cœur au DGA, et ensemble, on est parfaitement en phase dans ce domaine-là. Pour conclure, la LPM n'est bien évidemment, le projet de LPM en lui-même n'est pas un aboutissement, mais seulement un point de départ. Et pour les armées, le défi sera extrêmement important de mettre en œuvre cette LPM-là. Nous avons engagé déjà un certain nombre de transformations profondes dans les armées pour répondre aux nouveaux enjeux de la conflictualité et à l'accélération des évolutions de notre monde. Il faut poursuivre cela. Je suis bien conscient que la LPM est un acte de portée majeure. En fait, soyons bien conscients que les Français nous regardent. Je pense que les Européens nous regardent aussi et que nos compétiteurs, évidemment, sont extrêmement intéressés par ce qu'on fait. Voilà, donc je vous redis que vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur les armées pour tout faire pour être à la hauteur de ces défis. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, mon général, pour cette intervention très complète et très éclairante, y compris pour ceux qui ne sont pas membres de cette commission. Nous allons maintenant prendre l'intervention de notre rapporteur. La parole est à Jean-Michel Jacques. Merci, Monsieur le Président. Mon général, en votre qualité de chef d'état-major des armées, vous êtes responsable de l'emploi opérationnel des forces. Le rapport annexé du projet de loi de programmation militaire définit les contrats opérationnels pour les armées dans les 6 fonctions stratégiques: la connaissance, compréhension, anticipation, la dissuasion, la protection, résilience, la prévention, l'intervention et désormais l'influence. Ces contrats s'articulent autour d'une posture de réactivité et autour d'un complément de force mobilisable en cas d'engagement dans une crise majeure. Dans un contexte de multiples menaces, y compris hybrides, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, nul n'est à l'abri d'une crise. Cela oblige donc nos forces à agir avec réactivité et efficacité. Cette réactivité est un gage de crédibilité de nos forces armées, mais également une condition pour être en mesure de jouer un rôle de nation cadre au sein d'une coalition, et vous nous l'avez rappelé aussi tout à l'heure. J'en viens à ma question.
Concernant les contrats opérationnels, pourriez-vous, mon général, nous donner de plus amples précisions sur ce que prévoit le projet de la loi de programmation militaire? Je vous remercie.